Parfait. Alors, on peut commencer. Donc, bienvenue tout le monde au webinaire portant sur la recherche de la vulnérabilité climatique des communautés de macro-invertébrés benthiques du sud de Québec, du Québec plutôt. Je me nomme Alexandra Gélina, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis la coordonnatrice des programmes de sciences citoyennes et la chargée de projet de Survol Bentos au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Donc, la recherche qui va être présentée aujourd'hui, c'est une collaboration du G3E avec l'équipe de recherche du professeur Vincent Fougère du département des sciences environnementales de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et puis, de son équipe, là, c'est le postdoctorant Louis Astolf qui a majoritairement travaillé sur la recherche, qui va vous présenter le webinaire aujourd'hui. Je vais le laisser se présenter par la suite. La recherche vient répondre à l'un de nos objectifs dans le cadre d'un programme, là, d'un de nos projets qui s'appelle Déjà surveiller, s'adapter pour l'avenir. C'est un projet qui est financé par Action Climat Québec. Et puis, un de ses objectifs, c'est en fait d'acquérir des meilleures connaissances sur l'impact des changements climatiques, sur les sources d'eau et les écosystèmes riverains, et pour ainsi être mieux outillés pour s'adapter à ces diverses perturbations. En résumé, en fait, les données qui ont été utilisées pour faire la recherche sont celles de Survol Bentos, donc plusieurs d'entre vous connaissez et réalisez même. Donc, qui est un programme du G3E qui a été conçu en partenariat avec le MELCCFP en 2006, donc ça fait quelques années déjà. Donc, c'est un programme qui utilise les macro-invertébrés benthiques comme indicateur biologique de la santé des cours d'eau. Et ça permet aussi à des personnes qui ne sont pas nécessairement des spécialistes du bentos de pouvoir établir un diagnostic qui peut être scientifiquement valide de leur cours d'eau. Tout ça, là, finalement, en étant accompagné du G3E. Donc, actuellement, les participants à Survol Bentos, on parle de 21 organismes de bassins versants, donc 21 OBV. On a 17 parcs nationaux de la CEPAC qui réalisent le programme, 5 cégeps et 3 organismes environnementaux qui le font un petit peu partout dans la province. Et important de mentionner aussi que c'est fait de façon volontaire pour répondre à leurs besoins en termes d'évaluation de la santé des écosystèmes riverains, mais aussi pour documenter les effets des changements climatiques. Si vous avez des questions par rapport à Survol Bentos, par rapport au G3 ou toutes autres activités qu'on fait, je vous invite à communiquer avec moi. Je vais laisser mon courriel là, dans, la, dans le chat finalement. Ou vous pouvez visiter aussi notre site web. On a aussi une carte interactive où vous pouvez aller visualiser toutes les données qu'on prend là, dans nos programmes de surveillance des cours d'eau. J'ai quasiment fini. Louis, après ça, je te laisse la parole. On va prendre les questions à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir écrire dans le chat autant que lever la main. Puis, sinon, c'est pas mal ça pour moi. Donc, je vais laisser la parole à Louis. Et puis, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Alexandra. Moi, c'est Louis Astor, donc je fais mon postdoc avec Vincent à l'UQTR. On travaille beaucoup sur les macro-invertébrés benthiques et les poissons dans les rivières au Québec. Donc, la collaboration avec G3E faisait beaucoup de sens par rapport à nos intérêts de recherche. Donc, la première chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'était remercier G3E d'avoir initié cette collaboration et puis de nous avoir aidés dans le travail de recherche et également d'avoir organisé ce webinaire qui me donne l'occasion de présenter les résultats de notre recherche commune aux participants au programme, ce que je trouve vraiment gratifiant. On peut boucler la boucle, les gens qui ont récolté les données, puis maintenant je vous présente qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec une partie de ces données. Donc je suis très reconnaissant à G3E pour tout ça. Je voulais commencer par ça. J'ai une section remerciements à la fin, mais j'aime bien commencer par un bon remerciement. C'est toujours profitable. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qu'on a fait en collaboration avec G3E autour de la vulnérabilité climatique des communautés de macro-invertébrés benthiques du sud du Québec, dans des rivières du sud du Québec. Donc, l'objectif un peu général, c'était de comprendre est-ce que
ces communautés étaient vulnérables ou réagissaient à des changements climatiques, puis potentiellement, est-ce qu'on pouvait prédire les changements futurs ou voir si on avait des possibilités de développer un indice qui pourrait être utile dans la problématique de vulnérabilité climatique. Donc, je vais commencer par rappeler l'importance des rivières au Québec. Pourquoi on s'intéresse à ces environnements? C'est des environnements qui sont particulièrement importants pour les services écosystémiques qu'ils fournissent aux populations humaines, notamment l'apport d'eau potable, de nourriture, un lieu de loisirs extrêmement sympathique pour les aficionados, et puis aussi des habitats très divers et importants dans le paysage québécois qui, qui sont hôtes d'une biodiversité florissante et qui participent au service que ces écosystèmes fournissent. Donc à l'intérieur de cette biodiversité se trouvent les macro-invertébrés benthiques, qui sont des organismes particulièrement importants parce qu'ils contribuent au cycle biogéochimique qui se passe dans ces écosystèmes, en se nourrissant d'algues et de matières organiques. C'est aussi des organismes ingénieurs de leur habitat et qui servent de nourriture au niveau trophique supérieur, comme les poissons, qui sont un organisme d'intérêt particulier au Québec. Et c'est également des organismes qui sont bioindicateurs de qualité du milieu, donc qui sont beaucoup utilisés pour voir si la qualité de l'eau se dégrade ou reste stable. Donc il y a certaines espèces qui sont sensibles à différentes pollutions et donc on les utilise pour détecter des dégradations d'habitat. Donc voilà des organismes vraiment importants. Mais malgré leur importance, aujourd'hui au Québec, il y a encore peu d'études qui ont exploré l'impact des réchauffements climatiques ou les potentiels impacts du réchauffement climatique sur ces organismes. Donc dans ce contexte, il est vraiment particulièrement important de bien distinguer les effets du changement du climat de ceux qu'induisent d'autres pressions, comme la dégradation du milieu. Donc comprendre les effets du réchauffement climatique sur les communautés de macroinvertébrés permettrait de déployer des outils de conservation adaptés et de mieux prédire comment les indices de qualité de l'eau vont varier indépendamment de la qualité de l'environnement. Donc il y a pas mal d'études qui ont montré que dans ce contexte de changement climatique, avec un réchauffement des écosystèmes, on allait avoir des espèces qui sont les espèces qui aiment les milieux chauds, qui vont être favorisées, alors que les espèces qui préfèrent les milieux froids vont être défavorisées et donc diminuer en abondance. Et ces tendances peuvent être visualisées grâce au calcul d'un indice thermique des communautés qui s'appelle CTI en anglais, Community Temperature Index. Donc je vais référer dans la présentation au CTI, donc c'est cet indice thermique de communauté. Et cet indice, il est calculé avec, en fait, c'est une moyenne pondérée par les abondances des affinités thermiques de toutes les espèces dans une communauté. Donc chaque espèce a une valeur d'affinité thermique, donc plus ou moins élevée, qui va refléter son affinité avec un milieu chaud ou un milieu froid. Et le CTI va avoir tendance à augmenter s'il y a beaucoup d'espèces qui préfèrent les milieux chauds, donc qui ont une affinité thermique élevée, qui se retrouvent dans la communauté. Comment on calcule ces affinités thermiques ou comment on détermine ces affinités thermiques pour les différents taxons, les espèces qui sont dans notre communauté? On utilise soit des tests physiologiques, c'est-à-dire qu'on va en laboratoire augmenter la température artificiellement sur des individus et voir quand leur performance diminue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la température critique, CT max en anglais. Et il y a un deuxième moyen de déterminer ces affinités thermiques, parce que le travail de laboratoire est long et laborieux, donc c'est difficile de trouver ces CT max en général pour beaucoup de taxons. Donc on peut aussi utiliser une autre approche, qui est de déterminer la niche thermique réalisée. Qu'est-ce que c'est la niche thermique réalisée? C'est assez simplement la température maximale à laquelle un taxon a été retrouvé dans les suivis. Donc voilà, typiquement, on va avoir des suivis et puis on peut juste déterminer la température maximum à l'endroit où on les a échantillonnés.
Donc ça nous donne une estimation de cette affinité thermique. Donc dans ce contexte, les objectifs de notre étude pour la collaboration qu'on a fait, c'était dans un premier temps de déterminer les affinités thermiques pour tous les taxons du jeu de données de G3E. Donc, pour tous les taxons qui ont été échantillonnés, on a déterminé des affinités thermiques. Donc je vous le redirai un peu, mais on a utilisé la deuxième approche de niche réalisée. Ensuite, deuxième objectif, calculer l'indice thermique des communautés, donc le CTI, et réaliser une carte pour voir la distribution de cet indice à l'échelle du Québec. Deuxième grand objectif de cette recherche. Troisième objectif, essayer de mettre en relation les abondances de certains taxons avec des différences de température dans notre suivi, le suivi qui a été réalisé, dans les données qu'on avait. Donc ça va nous permettre de potentiellement déterminer s'il y a des taxons qui sont fortement associés avec des températures basses ou hautes, puis peut-être des taxons qui sont à risque ou indicateurs de milieux plus à risque de changement. Quatrième objectif, essayer de faire des projections dans le futur en utilisant différents scénarios climatiques qui sont déterminés par le GIEC, et donc voir, suivant différents scénarios, est-ce que la communauté, avec l'aide de nos modèles, est-ce qu'on pourrait voir des changements? Est-ce que notre indice potentiellement réagit à des changements climatiques? Donc ça, c'était le dernier grand objectif qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors, comment on a fait tout ça? Donc, je vais vous présenter un peu les méthodes et comment on a fait cette recherche. D'abord, les données de suivi. Donc, je pense que vous êtes assez familier avec ces données, puisque on m'a dit que certains d'entre vous les avaient récoltées. Donc, peut-être que vous les connaissez encore mieux que moi. Mais rapidement, donc, comme Alexandra vous a mentionné, c'est des données qui viennent du suivi du programme Survol Bentos. Donc, c'est G3E qui nous a demandé d'analyser ces données et qui nous les a fournies. Elles sont composées après un petit nettoyage. Hein. J'ai dû malheureusement enlever pas beaucoup, mais un petit peu de données. On a 76 taxons qui ont été échantillonnés dans 215 rivières entre 2005 et 2021, pour un total de 511 échantillons retenus pour l'étude. Ça, c'est nos données de suivi. Et pour caractériser les sites des données de suivi, on avait des données environnementales qui étaient un peu hétérogènes, et puis c'était difficile d'avoir des données futures sans passer par des données bioclimatiques qui sont donc disponibles en ligne. On a décidé d'utiliser ces données bioclimatiques. Qu'est-ce que c'est les données bioclimatiques? Il y a deux sortes. Il y a donc des données de projection, comme je vous ai dit, et puis il y a des données historiques. Donc, pour caractériser nos sites dans un premier temps et calibrer nos modèles, on a utilisé les données bioclimatiques historiques qui sont fournies par la plateforme WorldClim, et ils sont dérivés de valeurs mensuelles de température de l'air et de précipitations entre 1970 et 2000. C'est vraiment une grosse agrégation qui permettent de générer des variables significatives sur le plan biologique. En plus de ces variables historiques, donc il y a 19 variables qui sont disponibles, de différentes variables de température et de précipitation. Et ces mêmes variables sont disponibles pour différents modèles et différentes trajectoires d'évolution socio-économique. Donc ça, c'est le nom, un peu le jargon technique. Moi, je vais les appeler souvent scénarios ou trajectoires climatiques dans la présentation. Donc, ce sont ces différents scénarios ou trajectoires. C'est le nom qui est utilisé par le GIEC, c'est les trajectoires communes d'évolution socio-économique. Et puis, on a utilisé un modèle centré sur le Canada, parce qu'il y avait pas mal de modèles disponibles, mais on a décidé d'utiliser ce modèle, un modèle canadien. Alors, un petit mot sur les trajectoires d'évolution socio-économique ou les différents scénarios climatiques qu'on a utilisés. Donc, c'est ces différents scénarios d'évolution des politiques climatiques qui vont aller de scénarios très optimistes à des scénarios beaucoup plus pessimistes. Donc, dans les résultats que je vais vous présenter, on a traité du scénario 1, qui est le plus optimiste, qui est un scénario de durabilité, qui sont axés sur le bien-être humain, les technologies propres et la conservation de l'environnement.
Donc, ce que vous voyez ici, c'est les prédictions d'émissions de CO2. Donc là, on voit que les émissions ont tendance à stabiliser, voire diminuer. Donc, c'est vraiment un scénario très optimiste. Le deuxième scénario dont on va parler, c'est le scénario 2. Et donc, un scénario plutôt des politiques climatiques qui se poursuivent sur le modèle de développement actuel. Donc, une augmentation, mais une augmentation qui est relativement lente. Le troisième scénario, c'est le scénario de rivalité régionale. Donc là, on commence à rentrer dans les scénarios plus pessimistes, qui est donc basé sur des politiques climatiques orientées sur les problèmes régionaux plutôt que mondiaux. Et donc là, on voit que les concentrations atmosphériques de CO2 augmentent beaucoup dans ce scénario. Ça augmente beaucoup. Donc ça, c'est l'horizon 2100, là, qu'on voit ici. Nos prédictions vont jusqu'à 2100. Le scénario 4, j'en parlerai pas parce que il n'est pas disponible, les données n'étaient pas disponibles pour ce scénario. Et on a intégré par contre le scénario 5, pour lequel on avait des données, qui celui-là est le plus pessimiste. On voit les concentrations de CO2 atmosphériques vraiment, vraiment hautes. Celui-là, c'est une trajectoire très pessimiste basée sur des politiques de développement à l'aide de combustibles fossiles. Donc là, c'est vraiment très pessimiste. Donc voilà pour ces scénarios. Je vais vous parler des données qui ont été utilisées pour déterminer les affinités thermiques. Donc, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'étaient les affinités thermiques. Nous, comme je vous ai mentionné, on a utilisé la deuxième manière, qui n'est pas la manière de mesurer en laboratoire pour chaque taxon. Donc ça prend beaucoup de temps. On n'avait pas beaucoup de données qui étaient disponibles. Donc, on a décidé d'essayer de déterminer au mieux de notre possible les niches réalisées des différents taxons qui étaient présents dans la base de données. Donc pour ça, on a extrait les abondances de tous les taxons qui ont été échantillonnés par les suivis américains pour les macroinvertébrés benthiques. Donc pourquoi les suivis américains? Parce qu'ils se trouvent au sud du Québec, donc c'était notre meilleure chance de déterminer la limite au sud, donc la limite basse, la limite de la température est le plus chaude. Idéalement, si on avait eu des données au Mexique, on les aurait intégrées aussi, mais c'était, disons, la façon la plus réaliste d'extraire des données euh, qui allait avoir une information significative à l'intérieur. Donc, on a analysé des données de plus de 10 000 sites entre 2004 et 2018 pour plus de 2000 taxons. Et donc, assez simplement, pour chaque taxon qui ont été échantillonnés, on a extrait la valeur de température la plus haute qui était enregistrée avec les variables bioclimatiques. Donc ça nous a donné nos affinités thermiques déterminées avec la niche réalisée. Et pour avoir une confirmation que cette approche était pertinente par rapport aux données laboratoires, on a fait au maximum de possible une revue de littérature. Donc c'est un étudiant, Pascal Côté, dans le laboratoire de Vincent, qui a réalisé cette revue de littérature. Il a réussi à extraire 17 études où il avait trouvé des macroinvertébrés nord-américains qui avaient été testés. Ces 17 études couvraient 32 genres de macroinvertébrés. Donc pour ces genres, je suis allé extraire leur niche réalisée et on a pu comparer la valeur de CT max physiologique avec la valeur de niche réalisée qu'on a estimée avec notre approche. Et ça, je vais vous présenter un peu plus tard. Et ça nous permet de confirmer que nos données d'affinité thermique, on n'est pas dans le champ et on a des données qui matchent les données de laboratoire. Une dernière petite une couche de vérification pour notre approche, parce que je vous ai parlé des données bioclimatiques. Et je ne sais pas, peut-être que ça a fait tiquer certains d'entre vous, c'est des températures de l'air. On parle d'organismes qui sont échantillonnés dans les rivières, donc dans l'eau. Et c'est vrai que pendant notre travail de recherche, on s'est demandé est-ce que les températures de l'air sont représentatives des températures de l'eau dans les rivières dans lesquelles on travaille. Donc pour aller confirmer ça, je suis allé extraire de la plateforme DataStream, qui est donc une plateforme de données qui sont disponibles en ligne, où ils ont des données de loggers dans des rivières au Québec
et à l'échelle du Canada. Donc, en tout cas, si vous avez besoin de température de l'eau au Canada ou au Québec, je vous conseille d'aller voir cette base de données. Ils ont vraiment beaucoup de choses, puis elle est très bien maintenue. Et j'ai extrait les valeurs de données journalières de température de l'eau de 542 sites dans les latitudes qui étaient correspondantes au suivi de G3E. Et puis j'ai comparé les températures de l'eau et les températures de l'air, et je vous présenterai ça dans les résultats. Alors, on a fait pas mal d'analyses, et puis ça va être assez dense au niveau des résultats, mais je vais essayer d'aller doucement, et puis que ce soit vraiment clair. Mais juste pour vous présenter un petit peu les différents blocs d'analyse, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord commencé par faire des analyses de communauté. Donc, on a mis en relation les variables bioclimatiques avec la distribution des taxons et dans le jeu de données qu'on avait. On a ensuite essayé de se pencher sur les taxons et leurs traits, donc essayer de comprendre s'il y avait des taxons qui avaient des affinités particulières avec la température, essayer de comprendre si le climat affectait les taxons différemment et si leurs traits étaient reliés par un processus. Ensuite, on va parler du CTI, donc des analyses vraiment focalisées sur l'indice thermique des communautés. Et le dernier bloc, ce sera des prédictions futures, donc avec les différents scénarios climatiques. Et vous verrez que dans ce bloc, puis un petit peu dans le bloc taxon, je vais parler d'un modèle joint de distribution d'espèces. Donc c'est ce modèle qu'on a paramétré et qu'on a utilisé pour faire nos projections. En fait, ce modèle, il permet de mettre en relation des données d'abondance avec des covariables environnementales, donc les données bioclimatiques dans notre cas, et les traits des taxons. Donc nous, on a deux traits dans notre modèle. Donc la tolérance à la pollution, c'est des valeurs qui ont été déterminées pour les différents taxons qui étaient déjà disponibles, et nos affinités thermiques qu'on a calculées. Donc on va pouvoir voir comment les traits, les abondances et les variables bioclimatiques sont corrélées les unes aux autres. Et l'avantage de ce modèle, c'est qu'une fois qu'on l'a paramétré, donc nous on l'a paramétré avec les modèles, avec les données bioclimatiques historiques, on peut mettre les données de projection futures, et ça va nous donner les abondances théoriques dans le futur par rapport aux associations qu'on a déterminées avant. Donc voilà, je vais vous présenter des résultats de ce modèle-là. Je voulais juste vous le présenter tout de suite pour que ce soit clair comment on a réussi à faire ces projections climatiques. Alors, les résultats de toutes ces analyses, on va d'abord commencer par les analyses de communauté. Donc, premier résultat, une ordination, c'est d'une NMBS. Donc, ce que vous voyez ici, chaque point représente une communauté, donc un site échantillonné. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la distance entre les points va représenter la différence de communautés de macro-invertébrés. Donc, deux points très éloignés sur ce graphique ont deux communautés totalement différentes, très différentes. Et ce que vous voyez sur le graphique aussi, c'est des flèches. Ça, c'est en haut, sur le premier panel, vous voyez, c'est les variables bioclimatiques qui ont été mises en relation avec les scores de différents sites. Et en bas, c'est les abondances des différentes espèces. La dernière couche de complexité sur ce graphique, c'est la couleur qui, ici, représente la température moyenne du trimestre le plus chaud, qui est donc une des variables bioclimatiques dont on va beaucoup parler aujourd'hui, puisque vous le verrez, elle est importante dans la structure des communautés. Donc, ce qui est important de voir sur ces graphiques, c'est qu'on a des différences de communautés de macro-invertébrés benthiques. Donc là, ici, on voit un groupe de sites ici, et plein de sites ici, qui sont expliqués par des variables de température. Donc ça nous intéressait beaucoup, puisque donc on sait qu'il y a des différences d'abondance de macro-invertébrés benthiques qui semblent être corrélées ou en relation avec des variables de température. Donc, dans un contexte de changement climatique, ça nous a tout de suite intéressé de creuser ce résultat. Et en plus, on voit sur le deuxième panel que ces différences, donc la distance entre les sites, semble également être corrélée avec l'abondance de certains taxons de notre jeu de données. Donc là, on s'est dit, OK, on va creuser ces différences entre sites qui sont expliquées par les variables de température. C'est très pertinent.
Donc, la deuxième analyse qu'on a fait, c'est un arbre de régression multivariée. Donc, ça va prendre notre matrice d'abondance et puis on va lui donner un certain nombre de groupes qu'on veut faire et il va nous donner la variable bioclimatique qui explique mieux la différence entre les groupes. Donc, en l'occurrence, ici, on lui a demandé, pour rester simple, de faire 2 groupes. Comme on avait vu qu'il y avait des variables de température qui expliquaient des grosses différences dans le jeu de données, on s'est dit, avec un peu de chance, ça va nous donner une variable de température. Et c'est ce qui se passe. Donc, on a 2 groupes qui sont, dont une variable de température explique le mieux les différences d'abondance de macroinvertébrés benthiques dans ces 2 groupes. Donc ici, c'était, vous l'aurez deviné, la température du trimestre le plus chaud. C'est pour ça que j'ai commencé à vous en parler. Donc on voit sur le même graphique, ici c'est le même graphique que ce que je vous ai présenté avant, sauf que cette fois, les couleurs euh, vont nous donner les sites qui ont été classés comme étant chauds pour les sites rouges, et les sites qui ont été classés par ce modèle comme des sites froids. Donc on voit bien 2 groupes de sites, des sites qui sont associés à des températures du trimestre le plus chaud relativement froides par rapport aux sites chauds. Donc il nous donne une température de 18,21 degrés pour cette séparation. La température exacte n'est pas extrêmement importante. Pour d'autres analyses, je vais vous référer à des sites chauds ou des sites froids. Donc c'est cette analyse qui a permis de classer ces groupes. Et donc vous me direz, on en a déjà parlé, la température du trimestre le plus chaud de l'air est-elle corrélée avec la température du trimestre le plus chaud de l'eau? Et donc c'est l'analyse que j'ai faite grâce aux données Tailorstream, et ça nous donne une relation ici qu'on voit qui est très très bonne. Donc ici j'ai extrait les données puis calculé la température du trimestre le plus chaud dans l'eau, qui est donc le trimestre d'été, de juillet à septembre. Et on voit que nos températures des couches bioclimatiques pour les sites sont fortement corrélées avec les températures de l'eau. Donc ça, c'était une indication pour nous que les données bioclimatiques qu'on utilise pour caractériser notre environnement caractérisent bien, au niveau de la température, l'environnement dans lequel les macroinvertébrés sont présents. Donc c'est une approche pertinente. Alors maintenant qu'on a déterminé qu'il y avait des associations entre la température et les abondances des macroinvertébrés benthiques, on a voulu analyser plus en profondeur au niveau des taxons pour essayer de voir si on avait certains taxons qui étaient associés particulièrement avec ces différences de communautés qu'on a vues qui étaient reliées avec la température. Donc la première analyse que j'ai faite, c'est une analyse de taxons indicateurs qui réutilise les groupes de sites qu'on avait créés avec notre analyse que je vous ai présentée avant. Donc on a 2 groupes de sites. Cette analyse, elle nous permet, avec l'occurrence, donc la fréquence de présence et l'abondance des différents taxons, de déterminer des taxons qui sont fortement associés avec les différences entre ces groupes de sites. Donc ça nous donne des scores de taxons indicateurs, et on voit que certains taxons ont des scores élevés, et les scores élevés vont donc déterminer des taxons avec des associations particulièrement fortes pour ces sites chauds ou ces sites froids. Donc ce qu'on voit ici, c'est en rouge, orange, les taxons qui sont associés avec les sites chauds, et en bleu, les taxons qui sont associés avec les sites, entre guillemets, froids. Et les scores élevés pour ces taxons chauds, c'est des taxons, on a les hydropsychidés, les oligochètes et les tipulidés, notamment. Et pour les groupes associés avec des environnements froids, on a le groupe 3.1, les éphéméridés, les heptaginidés, le groupe 2.2 et les leptophobidés. Donc on dirait groupe, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis ici les familles qui composent ces groupes, je ne vais pas les citer une à une, mais c'est des groupes de familles de macroinvertébrés qui sont, disons, qui ont des caractéristiques communes. Alors, un deuxième moyen de voir les associations entre la température et différents taxons, c'est d'utiliser le modèle joint de distribution d'espèces qu'on a paramétré. Et ce modèle, il va nous donner des coefficients qui représentent les relations linéaires entre les différentes variables bioclimatiques et les abondances des espèces. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on avait déterminé
que la température du trimestre le plus chaud est une variable importante pour l'abondance des macroinvertébrés. On a extrait les coefficients bêta, qui sont donc ces relations linéaires, pour cette variable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un coefficient bêta positif, ça veut dire qu'on a tendance, pour le taxon a tendance à augmenter en abondance quand la température augmente. Un coefficient négatif, en bleu ici, veut dire que l'abondance du taxon a tendance à diminuer avec une augmentation de température. Donc ici, on peut regarder les taxons qui ont des coefficients bêta très négatifs ou très positifs, qui donc témoignent d'une association forte avec la température, qu'elle soit négative ou positive. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on retrouve les mêmes taxons qu'on a cités dans l'analyse précédente, c'est-à-dire les hydropsychidés, les tipulidés, les oligochètes, accompagnés des helmidés et des isopodes pour les taxons avec des associations positives avec une augmentation de température, donc des taxons associés avec des environnements relativement chauds par rapport aux taxons qui sont, eux, associés à des environnements plus froids. Donc, encore une fois, on retrouve nos gagnants de l'analyse précédente, qui sont le groupe 2.2, le groupe 3.1, les heptagénidés, les éphéméridés et les leptofulvidés. Donc, on a deux analyses qui sont un petit peu redondantes, mais qui confirment bien que ces associations, on a deux approches différentes au niveau statistique qui nous donnent les mêmes taxons, les mêmes associations. Donc ça nous donne une bonne confiance dans le fait que ces taxons sont en effet bien associés avec des environnements chauds ou froids. La dernière analyse pour ce bloc centré sur le taxon, c'est les traits des taxons. Je vous ai dit qu'on avait déterminé les affinités thermiques de tous les taxons, et on a aussi les scores de tolérance à la pollution de tous les taxons. Donc là, ce que vous voyez, c'est une relation linéaire entre ces deux valeurs pour chacun des taxons, et on voit qu'il y a une association qui est significative. Alors par contre, c'est pas une relation très très forte, on va dire, elle est significative statistiquement parlant, mais on voit que la variance expliquée est très basse et la corrélation n'est pas énorme, extrêmement élevée. Donc il y a une relation, cette relation n'est pas extrêmement forte. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que notre modèle joint de distribution d'espèces, il nous prédit ou il nous dit que l'association entre ce trait et la température est positive pour les deux traits. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la température a tendance à augmenter, la tolérance à la pollution moyenne de la communauté a tendance à augmenter aussi, et c'est la même chose pour l'affinité thermique. Donc on voit qu'il y a une relation entre ces deux traits. On va l'explorer un peu plus en profondeur, mais elle n'est pas extrêmement forte. J'avais oublié que j'allais vous présenter cette petite relation linéaire qui nous montre, comme je vous avais dit, qu'on avait on avait fait une petite revue de littérature pour extraire les affinités thermiques physiologiques et les comparer aux affinités thermiques de niche réalisée. Et c'est ce que je vous présente ici. Donc pour les taxons qui sont disponibles dans la littérature, on voit que les affinités thermiques déterminées avec la niche réalisée corrèlent vraiment très bien avec les données physiologiques. Donc ça nous confirme que nos affinités thermiques sont très pertinentes et qu'elles sont corrélées avec des valeurs physiologiques déterminées en laboratoire. Donc ça, c'était très très encourageant quand on a trouvé ce résultat. Un peu comme la température de l'eau, on dit ah, ok, notre approche elle est bonne et on peut continuer à utiliser ces données sans trop se poser de questions sur leur pertinence. Alors maintenant qu'on a déterminé que l'affinité thermique était pertinente, mais il est temps de calculer le CTI et puis de voir si on voit des tendances de CTI, des tendances géographiques, des tendances temporelles. Donc c'est ça qu'on a regardé en particulier. Donc d'abord pour les tendances, disons la répartition géographique de l'indice. Là, ce que vous voyez, c'est 4 cartes du Québec avec les sites échantillonnés pour différentes périodes de temps. Donc, on a fait plusieurs cartes parce que sinon, on a des sites qui ont été échantillonnés plusieurs fois, qui se recouvrent sur la carte. Donc, c'est un peu dommage de perdre cette information. Et
ce qu'on voit sur ces cartes, c'est que c'est difficile de voir une grosse tendance géographique émerger. On n'a pas vraiment de gradient nord-sud consistant suivant les périodes. On n'a pas de région qui semble être beaucoup plus, avec des valeurs beaucoup plus élevées ou beaucoup plus faibles de manière consistante. Alors, on m'a fait remarquer hier qu'il y avait une petite tendance rive nord, rive sud sur cette période. Mais comme elle n'est pas présente sur les autres périodes, je dirais que c'est pas forcément très très pertinent à analyser. Donc ça, c'était quand même intéressant de voir. On voulait, au travers de cette analyse, voilà, informer nos interprétations de l'indice pour voir s'il y avait une région qui avait une valeur particulièrement faible, par exemple. Ça, c'était important de vérifier ça. Dans un deuxième temps, la deuxième question qui se pose avec cet indice, c'est est-ce que dans les données qui sont disponibles, parce qu'on a quand même des données de 2004 à 2021, donc une quinzaine d'années de données, est-ce que on peut voir une tendance temporelle? Donc on a fait des modèles linéaires mixtes pour les données disponibles, et le résultat, c'est le premier panel que vous voyez en haut. Et donc, on voit une relation positive, donc une augmentation du CTI. Malheureusement, cette valeur n'est pas supportée statistiquement, avec une valeur de P assez élevée, et puis une quantité de variance expliquée très très basse. Donc, avec ces résultats de modèle, il est difficile de conclure sur une augmentation significative du CTI dans le jeu de données disponible actuellement. Et en regardant un petit peu plus en profondeur dans le jeu de données, on s'est aperçu que c'était pas forcément étonnant parce qu'on avait un nombre de sites avec beaucoup d'échantillons sur une plage temporelle élevée qui était relativement bas. Donc on avait, comme je vous ai mentionné, plus de 200 sites. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on a 105 sites ici qui ont un échantillon pour une année. Et donc, sur le reste des sites, on voit que le nombre de sites ici qui ont entre 7 et 9 échantillons pour plus d'une dizaine d'années, on en a vraiment très peu. Et comme les changements climatiques ou le réchauffement climatique, c'est quand même des processus qui se font plutôt à l'échelle de la décennie, c'est presque le minimum pour analyser ce genre de tendance, d'avoir 10 ans de données ou au moins 2 échantillons sur une plage de 10 ans. Donc, disons que à l'heure actuelle, les données n'étaient pas forcément appropriées pour détecter cette tendance. Donc, c'est pas forcément étonnant de ne pas la détecter, et c'est pas forcément indicatif que l'indice n'est pas bon ou qu'il ne réagit pas au changement climatique. Une autre analyse qu'on a fait pour cet indice, c'était de voir si l'indice thermique des communautés, le CTI, est en relation avec l'indice de santé benthique, qui est un indice qui est déjà déployé et reconnu comme étant très bon pour détecter la qualité de l'eau dans les cours d'eau au Québec. Donc, il est déjà utilisé, et ce qu'on voulait faire, c'était de vérifier qu'on n'était pas en train de créer un indice qui nous donnait exactement la même information que l'ISB. C'est pour ça qu'on a fait cette relation. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de relation. On a une valeur de P très élevée et des R carrés qui ne sont pas forcément très élevés non plus ici. Donc, on a été content de voir que notre indice, donc c'est des situations rares où on ne veut pas voir une forte relation. Et là, on ne la voit pas, donc ça nous confirme qu'on n'est pas en train de travailler sur un indice qui est totalement redondant avec un indice qui est déjà en place et qui marche très bien. Alors, les résultats des prédictions futures, la star de la présentation. Alors, je vous rappelle un petit rappel quand même sur les trajectoires communes d'évolution socio-économique, donc les différents scénarios climatiques utilisés. Je vous les représente sous une différente forme cette fois. On voit les années et la concentration en CO2. Donc là, c'est vraiment clair, les prédictions. Nous, on a utilisé donc, le modèle ici en bleu foncé, en jaune, en rouge et en bordeaux. Donc j'ai essayé de matcher les couleurs, vous verrez sur les autres graphiques. Donc vous pouvez vous référer à cette charte de couleurs. Le bleu foncé étant le modèle le plus optimiste qui, vous le voyez, prévoit une légère augmentation puis une diminution.
Donc celui-là, il est vraiment, si tout se passe bien, si toutes les politiques écologiques fonctionnent, que les COP 22, 23, 25, 26 sont très productives. Et à l'inverse, le scénario Bordeaux, qui est le scénario vraiment très très pessimiste, où tout le monde décide de continuer à brûler du charbon et de l'essence à foison. Donc là, on voit des augmentations à l'horizon 2100 du CO2 atmosphérique qui sont très très importantes. Alors, comment ces scénarios impactent d'abord la température du trimestre le plus chaud, puisqu'on tourne autour de cette variable, on aimerait savoir, suivant les modèles, comment ça va augmenter. Donc ici, ce que vous voyez en vert, c'est les données bioclimatiques historiques de nos sites, donc avec une moyenne autour de 17 degrés pour la température du trimestre le plus chaud. Et en bleu, c'est donc les autres couleurs que vous voyez ici, c'est les différents scénarios, et on a fait des calculs pour 2 périodes de temps. Donc on a 4 ou 5 périodes qui sont disponibles. On a décidé de prendre la plus, disons, la plus proche dans le futur, donc 2021-2040, et la plus éloignée dans le futur qui était disponible, 2081-2100. Donc ça va jusqu'à 2100. Donc on se retrouve ici là dans notre graphique d'émissions de CO2. Donc, ce qu'on voit pour la température du trimestre le plus chaud de nos sites, donc ça, c'est les projections pour les sites qui ont été échantillonnés par les 3E, c'est que pour les prédictions à moyen terme, qui sont donc 2021-2040, quels que soient les scénarios climatiques, on a une augmentation de température qui est similaire, qui est relativement modérée, pas énorme, mais quand même marquée déjà. Et c'est les prédictions à long terme qui sont un petit peu plus qui font un petit peu plus peur. On voit que pour les scénarios les plus pessimistes, on a des augmentations de température du trimestre le plus chaud prédites qui peuvent aller jusqu'à 25 degrés. Donc on est parti de 17 à 25, ça fait une augmentation de 7 degrés de la température moyenne durant l'été. Donc on voit que ces scénarios prédisent des températures assez extrêmes. C'est la température du trimestre le plus chaud, donc pas à ne pas confondre avec la température moyenne annuelle qui aurait une tendance vraiment différente. Quand on parle de prédiction d'augmentation de 2 degrés, c'est plutôt la température moyenne à l'échelle de la planète. Donc là, c'est température moyenne de certains sites pendant l'été. Mais des augmentations vraiment fortes. Donc ça, c'était encourageant pour le modèle, puisque ça nous fait dire qu'on a des données bioclimatiques qui prédisent des augmentations assez fortes de l'environnement, indépendamment d'autres changements, notamment par exemple de l'urbanisation, de la pollution, de l'agriculture. Donc tout ça, ça ne change pas dans notre modèle, mais la température change beaucoup. Et donc ça, disons que c'est les conditions parfaites pour tester notre indice, puisque nous, notre indice, on veut qu'il réagisse à des changements de climat, indépendamment d'autres changements. Et donc on voit l'impact que ces changements de climat ont sur le CTI. Donc ça, c'est le CTI calculé pour nos sites. Ça, c'est vraiment les données brutes. Ça, c'est les données qui ont été utilisées pour paramétrer le modèle. Donc, on n'a pas utilisé tout le jeu de données pour paramétrer le modèle, parce que c'est des modèles assez complexes. On a utilisé un sous-ensemble des données avec les taxons les plus abondants. Mais ça, c'est notre CTI de base. Et puis, on voit que, encore une fois, à moyen terme, quels que soient les scénarios climatiques, même les plus pessimistes, prédisent une augmentation qui est nette, mais pas trop importante, alors que les scénarios à l'horizon, donc à long terme, les scénarios les plus pessimistes prédisent des augmentations fortes de notre indice. Donc ça, c'est très encourageant pour cet indice, puisqu'il semble réagir à une augmentation de température, puisqu'on a vu que les températures dans ces scénarios augmentent très fortement. Et on voit que l'indice détecte cette augmentation dans le changement des affinités thermiques qui composent nos communautés. Donc si le CTI augmente, ça veut dire qu'on a des communautés qui ont beaucoup plus d'espèces associées avec des milieux chauds qui se retrouvent dans nos sites. Donc ça, c'était un premier résultat très encourageant. Ce qu'on a fait également comme exercice avec ces données bioclimatiques et ces projections futures,
c'est de calculer tous les sous-indices qui composent l'ISB, donc l'indice de santé benthique, pour voir si ces sous-indices allaient changer, encore une fois, indépendamment d'autres changements dans la qualité de l'eau. C'est juste, dans ce modèle-là, c'est juste les températures et les précipitations qui changent. Et on a regardé est-ce que les sous-indices qui composent l'ISB allaient être affectés par ces changements. Et ce qu'on a détecté, c'est qu'en effet, encore une fois, à moyen terme, pour la majorité des sous-indices, donc à part le pourcentage de 2 taxons dominants et l'indice biotique d'Ilsenhoff, où on voit une augmentation légère, mais pas vraiment, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements suivant les différents scénarios climatiques et les différentes périodes. En revanche, le nombre de taxons EPT, donc effet héméroptère, plécoptère, trichoptère, le pourcentage de PT sans hydropsychidés et le pourcentage de chironomidés changent beaucoup, et en particulier à long terme pour les scénarios les plus pessimistes, encore une fois. Ce qu'on voit, c'est quand même des changements modérés à moyen terme, quels que soient les scénarios, et des changements très importants à long terme, encore une fois. Avec un petit accent quand même sur les changements qui se font pour les taxons EPT, qui même pour les scénarios les plus optimistes à moyen terme et à long terme, on voit des changements quand même importants. Donc ces taxons semblent être particulièrement affectés. Et ça, c'est important dans le contexte de continuer à utiliser l'indice de santé benthique, qui va peut-être potentiellement changer, indépendamment de changements dans la qualité de l'eau. Donc ça, c'est important. Alors, on va mettre un peu tous ces résultats ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça. D'abord, la structure de la communauté benthique puis les traits, qu'on a exploré un petit peu. Donc d'abord, on a vu que la structure des communautés est associée avec des variations de température. Donc ça, c'est encourageant dans notre travail puisqu'on a trouvé des relations intéressantes et ça va nous permettre de potentiellement mettre en place des stratégies au vu de ces résultats. On a vu qu'on avait déterminé des taxons indicateurs d'eau froide et des taxons indicateurs d'eau chaude. Ce qu'on a vu dans nos résultats, c'est que les scores de l'analyse de taxons indicateurs et les relations de notre modèle semblaient montrer que les taxons d'eau froide avaient des associations plus fortes avec la température. Donc ces taxons, eux, ils ont tendance à vraiment ne plus être présents ou diminuer fortement en abondance avec une augmentation de température, alors que les taxons qu'on a ressortis comme étant des taxons d'eau chaude sont des taxons plus généralistes dont l'abondance relative a tendance à augmenter quand les autres taxons sensibles sont extirpés. Donc ça, c'est aussi potentiellement dû au fait que les taxons qu'on a identifiés comme étant chauds sont des taxons plus généralistes et des agrégations taxonomiques assez élevées, comme les oligoquettes, par exemple, ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de taxons. Donc c'est pas forcément très, très pertinent de dire que c'est des taxons indicateurs, puisqu'on les retrouve un peu partout. On a aussi trouvé une association, comme je vous ai dit, entre les traits, donc les traits d'affinité thermique et de tolérance à la pollution. Ça, mon hypothèse la plus probable, c'est qu'en fait, la structure des communautés et cette association seraient probablement reliées à la disponibilité en oxygène plus que la température directement, puisqu'on sait que des changements de température changent la disponibilité en oxygène de l'eau, et que ça peut affecter énormément le métabolisme des macro-invertébrés. Donc, pourquoi pollution et affinité thermique reliées par la disponibilité en oxygène? C'est parce que certaines pollutions entraînent de l'eutrophisation qui réduit la disponibilité en oxygène, ou des perturbations comme l'urbanisation ou l'agriculture ont tendance à augmenter les températures dans les environnements. On les considère comme des pollutions, mais ça pourrait passer de manière indirecte par la température et l'oxygène. Donc ça, c'est une piste potentiellement à explorer pour déterminer le mécanisme en dessous de ces associations.
Pour ce qui est du CTI, on a vu notre analyse temporelle n'était pas concluante, mais en creusant un petit peu, c'est pas forcément étonnant. Euh, on a peu de sites avec une grosse couverture temporelle, puis des échantillonnages répétés. Donc c'est difficile de trouver des tendances dans ces conditions. Mais ça met en lumière l'importance de maintenir les efforts de suivi qui sont déjà en place. Donc il y a des sites qui sont suivis depuis longtemps, et puis il faut continuer à les suivre et potentiellement augmenter l'effort de suivi sur des sites qui ont déjà des données. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de sites qui ont une année, un site, mais ce serait génial et très très utile de continuer ces suivis à ces endroits-là pour pouvoir augmenter le nombre de sites qui ont plusieurs années d'échantillonnage. Et ça aiderait énormément pour euh, voir à quel point le CTI change sans utiliser un outil de modélisation complexe avec des projections climatiques. Globalement, pour notre indice, à moyen terme, on prédit des augmentations qui sont assez modérées. Par contre, à long terme, pour des scénarios climatiques pessimistes ou même finalement le scénario climatique qui était comme business as usual, on voit quand même des augmentations qui sont assez fortes. Donc ça nous montre que le CTI est un outil prometteur parce qu'il est sensible au changement de communauté des macroinvertébrés associés avec un réchauffement climatique. Pour les sous-indices de l'ISB, ce qu'on a vu, c'est que la majorité des sous-indices semblent affectés par des changements climatiques, des réchauffements du climat. Comme le CTI, c'est à moyen terme, les effets sont marqués, mais peu importants. Par contre, à long terme, potentiellement des grosses modifications. Donc ça veut dire, ce qui est important à retenir de tout ça, c'est qu'il est possible que les changements climatiques puissent entraîner des changements de l'ISB indépendamment des effets de la qualité de l'eau et de l'habitat. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à suivre pour pouvoir interpréter nos changements dans l'ISB potentiellement dans le futur et pouvoir peut-être les ajuster pour disons, séparer les effets du climat et les effets de la qualité de l'eau. Quelques limites que je voulais mentionner à cette étude, c'est tout d'abord le fait qu'on utilise une modélisation fermée. Donc une modélisation qui n'intègre pas, comme la plupart des modélisations d'ailleurs, les migrations d'espèces, ni les adaptations. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que dans cet exercice de modélisation, ce qu'il faut retenir, c'est pas les valeurs exactes ou quel taxon, est-ce qu'il y a un endroit où il y a un taxon qui va vraiment augmenter, euh, parce que dans un scénario plus réaliste où le réchauffement climatique se fait de manière progressive, euh, il y a des taxons plus adaptés à des températures élevées qui vont probablement migrer vers les rivières québécoises, ou alors des taxons qui sont déjà ici qui vont potentiellement s'adapter si les conditions sont bonnes. Un autre petit bémol, c'est la résolution taxonomique. Il y a certains taxons, comme on a vu, qui sont agrégés à des niveaux assez élevés et qui peuvent donc contenir des espèces avec une affinité thermique très variée. Donc, c'est possible qu'en ayant un niveau taxonomique avec une résolution plus fine, qu'on détermine d'autres taxons qui sont fortement associés. Et ça pourrait changer un petit peu les interprétations, notamment des associations avec les taxons. Donc ça, c'est à garder en tête. Pour conclure et donner quelques petites recommandations pour le futur, nous, à la fin de cette étude, ce qu'on retient, c'est le potentiel de l'indice thermique des communautés pour suivre l'impact des changements climatiques sur les communautés de macro-invertébrés. Il semble que l'outil soit sensible au changement de climat. Donc ça, c'est vraiment prometteur et je pense qu'il faut continuer à développer cet outil pour qu'il soit utilisé de manière standard dans les suivis. Le deuxième point, c'est des taxons indicateurs de milieu froid. Donc les taxons qu'on a déterminés comme étant associés avec des milieux relativement froids, eux, ils seraient de bons indicateurs de potentielle vulnérabilité climatique ou de fortes abondances de ces taxons dans des communautés pourraient être indicatrices de potentiels changements importants dans le futur. Donc potentiellement, ça pourrait être un outil pour nous aider
à déterminer des sites à priorité d'effort pour mitiger ces impacts. Euh, Encore une fois, la résolution pour les recommandations futures, la résolution taxonomique, idéalement, si on pouvait refaire ces analyses avec une résolution taxonomique plus fine, ça nous permettrait encore d'ajuster un peu nos conclusions et d'avoir les taxons qui sont fortement associés à une résolution genre, par exemple. Je pense que ce serait vraiment génial. Potentiellement mettre en place un calcul systématique du CTI, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment pas un calcul très complexe, cet indice. C'est une moyenne pondérée des affinités thermiques. Donc, une fois qu'on a une bonne base de données de l'affinité thermique pour nos taxons, le calcul du CTI est quand même très très simple. C'est une moyenne pondérée, donc ça se fait très facilement sur une fiche Excel. Il n'y a pas besoin d'outils très fancy pour faire ça. Et l'importance des suivis à long terme. Je ressouligne ça ici. S'il y a quelque chose qui pourrait nous aider à continuer à mieux comprendre euh, les communautés de macro-invertébrés dans un contexte de changement climatique, c'est d'avoir ces sites suivis dans le temps, parce qu'on parle de processus à long terme, des processus qui prennent beaucoup de temps. Donc pour les étudier, il faut avoir des données à long terme également. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je voulais quand même remercier encore une fois énormément le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau qui ont énormément aidé dans cette recherche, participé. On a beaucoup discuté, on a beaucoup avancé ensemble et c'était une super expérience. Je remercie particulièrement Alexandra et Paola pour leur implication dans, dans cette recherche. Je voulais aussi remercier Mitax qui a participer au financement de cette recherche. Et puis, bien sûr, mon laboratoire à l'UQTR qui m'a aidé et soutenu tout le long de la recherche. Et puis, un petit remerciement aussi à Lynn Pelletier, qui nous a donné ses retours éclairés pendant le processus. Donc, merci beaucoup. Voilà, et bah, je vous remercie, vous, de m'avoir écouté. J'espère que c'était clair. Et puis, si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Super. Un gros merci, Louis, pour ta présentation. Puis nous aussi, on voulait te remercier là, pour tout ce que tu as fait pour nous. Là. Cette recherche-là va vraiment nous permettre de développer autant des nouveaux outils. En tout cas, on va explorer l'SCPI, ça c'est certain. Puis de mettre aussi à profit puis en valeur toutes les données, puis motiver les troupes aussi à continuer de faire l'échantillonnage. Puis ben, un gros merci à toute l'équipe, puis à Vincent, puis à Pascal aussi, là, qui ont contribué à ça aussi. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, là. Je les remercie aussi Lynn Pelletier parce qu'elle a eu un bon apport aussi par rapport à ça. Ma collègue Paola aussi, comme tu as mentionné. Puis de notre côté, ben, c'est Action Climat Québec là, qui nous a permis de réaliser ce beau projet-là dans le cadre des rivières surveillées et adaptées pour l'avenir. Puis avant que j'oublie, ben aussi tout le monde qui aurait réalisé les échantillonnages, là, vraiment, sans vous, ben, on n'aurait pas pu faire cette recette-là. Donc, je tenais aussi à vous remercier de votre bon travail et de continuer à m'envoyer des courriels et à m'appeler pour vos questions. Je vais dire aussi, il y a un rapport de recherche là, qui va être publié dans les prochains mois. Donc, je prévois l'envoyer là, à tous ceux qui étaient présents et même ceux qui vont l'écouter par après là, le webinaire. Je vais pouvoir vous envoyer le rapport en question. Puis là, je vois qu'il est déjà 1 heure là, pour ceux qui peuvent rester. En fait, là, on va prendre peut-être des questions pendant une dizaine de minutes là, si ça vous convient. Donc, vous pouvez autant les écrire dans le chat que plutôt utiliser là, la fonction lever la main. Là, je vois qu'Émile Veilleux a déjà levé la main. Donc, je vais commencer par Émile. Tu peux y aller. Du G3, ça doit être assez pas si facile, il me semble. J'avais une réunion, j'étais Je vais peut-être juste demander à la personne qui est pas. Oh, Louis a quitté la room en plus. Il y a quelqu'un qu'on entendait, son micro peut-être le fermer. Puis ensuite, Émile, là, tu peux y aller. Ah, Émile, ton micro marche pas, je pense, ou quelque chose. Je suis OK. vraiment désolé, je me suis fait expulser de mon propre webinaire. Pas de problème. On avait des petits problèmes de notre côté. Non. Donc, Lynn, si t'as ta question, Émile semble avoir des problèmes.
Bon, j'espère que mon micro va bien. Oui, bonjour, Louis. Excellente présentation. Je suis vraiment agréablement surpris par tous les résultats. Puis j'espère, moi aussi, qu'on continue avec ce projet-là, avec les essais, avec les données de notre suivi, qu'on a l'identification au genre, avec aussi peut-être l'ajout de tous les suivis qu'on fait aussi avec les sondes de température dans les rivières. Fait que ça pourrait valider des choses également. Fait que je veux vraiment vous féliciter pour le très beau travail, là. Puis moi, j'ai juste envie d'essayer avec nos bases de données, puis de voir un peu. Je pense que c'est très prometteur. Donc, merci beaucoup, Louis, et toute Ouais. l'équipe du G3E. Merci beaucoup, Lynn. Je pense qu'en effet, c'est un début très prometteur avec des données de sciences participatives. C'est super encourageant de réussir à sortir des belles relations comme ça. On a été agréablement surpris aussi et c'est très prometteur pour le reste des données qui sont disponibles au Québec, au Canada, puis en Amérique du Nord, je pense. Super, Caroline. Une collègue de Lynn Pelletier, puis vous allez me voir dans le décor prochainement de plus en plus. J'avais eu la chance aussi, là, Lynn m'avait permis de jeter un coup d'œil à votre rapport. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant ce que vous faites. Puis je m'étais noté au moment du rapport une question, puis je regardais votre présentation d'aujourd'hui, puis elle me revenait en tête. Puis je me demandais, dans les espèces qui ont des préférences pour les eaux chaudes, on retrouve aussi des espèces qu'on tend à retrouver dans les milieux plus stagnants. Puis oui, les milieux plus stagnants tendent souvent à être plus chauds aussi, mais je me demandais si dans vos données, vous aviez examiné ça ou s'il y avait une façon un petit peu de séparer l'effet du milieu où peut-être l'eau était un petit peu moins rapide, qui donnait un milieu plus chaud. En tout cas, c'était une question comme ça là, qui m'était venue, là. Mais c'est très pertinent. Moi, j'avoue que c'était pas disponible dans les données que j'ai utilisées, mais euh, oui, ce serait possible avec ces données de débit. Par exemple, si on avait des données de débit pour tous les sites qui ont été mesurés de manière comparable, on pourrait voir si les associations sont aussi reliées à au débit de l'eau. Euh, Moi, je ne serais pas étonné parce que, comme je vous disais, euh, il y a des choses qui me font penser que les associations qu'on a vues ne sont pas reliées uniquement à la température, mais plus à la disponibilité d'oxygène dans l'eau. Donc, ça, c'est aussi relié avec le débit et puis la production microbienne dans les environnements. Donc, probablement que c'est quelque chose, que c'est une variable qui est aussi importante. Malheureusement, avec l'approche qu'on a prise, l'avantage de notre approche, c'est qu'on avait des données pour tous les sites et puis des données projetées dans le futur. Sauf que les données de débit, on les avait pas pour tous les sites, puis on n'avait pas des données euh, de débit futur. Donc notre exercice de modélisation ne pouvait pas marcher avec toutes ces données qui sont très précieuses, mais euh, qui fonctionnaient pas dans notre approche. Si je peux Effectivement, ça fait rajouter, partie, je pense que c'est tout interrelié, hein, c'est ça, l'oxygène, le type de milieu, la chaleur et tout, là, mais Exactement. Donc, ouais. moi, je pense que tout ce qui affecte l'oxygène et la température dans le milieu va potentiellement avoir des impacts sur les taxons qui sont associés fortement à ces milieux chauds ou ces milieux froids. C'est pas uniquement le chaud et le froid qui jouent, c'est au fort en oxygène, bas en oxygène, c'est relié à plein de choses. Donc, c'est très complexe. si je pouvais quand même rajouter, c'est que faut mentionner quand même que le type de milieu qui est suivi, ce sont les cours d'eau à substrat grossier et de façon générale, ben, on visait des cours d'eau qui sont majoritairement qui aient une oxygénation. Fait que c'est sûr que cet élément-là, si on avait conservé les deux types de milieux, les substrats meubles et les substrats grossiers, je dis probablement que ce serait vraiment très différent, mais là, étant donné qu'on est concentré avec Survol Bentos, avec cette base de données-là, ben c'est, en tout cas, je pense que cet élément-là est peut-être un peu moins présent, mais effectivement, c'est tout relié. Merci pour vos réponses, Simon.
Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, juste une petite intervention. Premièrement, merci beaucoup, Louis. Merci à G3E aussi. Là, je ne veux pas voler le spotlight, là, mais je me demandais aussi, est-ce qu'il y a une fiche d'habitat qui vient avec les inventaires? Tu sais, est-ce que, mettons, il y a juste quelque chose, un indice qualitatif de justement de débit qu'on pourrait au moins incorporer dans l'analyse quantitative? Ça serait pas très difficile d'au moins séparer les sites en deux ou trois grandes catégories puis voir si on trouve un peu la même chose, là. On a une fiche plutôt qui décrit la station puis un indice de qualité de l'habitat, là. Donc oui, il y a des données qui sont prises. Pour ce qui est du débit actuellement, là, on n'a pas quelque chose vraiment, là, puis on en parle un petit peu avec Lynn, puis ça reste quelque chose qui pourrait être plus difficile, là, peut-être à évaluer. Euh, je sais pas, Lynn, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Euh, je sais qu'il y a des catégories quand même, c'est des catégories qualitatives, là, que on a le pourcentage en milieu lentique. Fait qu'il y aurait peut-être à l'intérieur même des données du G3E. Puis c'est sûr que l'élément, on est dans des petits cours d'eau, fait que l'élément débit est comme plus difficile aussi à intégrer. Généralement, les stations de débit sont dans les grands cours d'eau. Fait que c'est à regarder, ça, cette option-là. Euh, Moi, juste pour rebondir là-dessus, je voulais mentionner qu'il y avait des données environnementales pour les sites qui ont été récoltés par les participants. On a pris le pas de pas trop se pencher sur ces données-là et pas trop investir de temps dans le nettoyage de données pour cette approche de scénario climatique. Mais il y a encore du travail à faire qui peut être fait sur les données disponibles. Donc peut-être qu'il faudra réduire le nombre de sites pour répondre à différentes questions, mais c'est faisable. C'est pas une approche qu'on a décidé d'utiliser pour ce rapport, mais il y a des choses à creuser, c'est sûr. Super, merci. Thierry? Oui, ben bonjour, c'est super intéressant. En fait, il y a une slide qui m'a questionné un peu. Je me posais la question. En fait, il y avait les quatre scénarios climatiques, puis après ça, il y avait une série de boîtes à moustache, une pour le CTI avec les projections, puis une autre avec la température la plus élevée là, du trimestre le plus chaud. Puis il y avait comme Ouais. les projections, il y avait les données historiques, puis il y avait aussi les données de l'étude là, qui partent de tout l'apport du réseau des participants de Survol Bentos. Il y avait une super grosse variabilité, mettons, au niveau des données justement de Survol Bentos versus les données historiques. Comment on explique ça? Les données historiques, en fait, comme je vous ai dit, je les ai utilisées dans un modèle pour lequel les calculs sont assez longs et complexes. C'est une approche bayésienne où en fait on calcule des paramètres des centaines de milliers de fois pour les ajuster, voir s'ils convergent. Et donc dans ce contexte-là, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se concentrer sur les taxons qui sont présents dans au moins 10% des sites. Donc, on a enlevé les taxons rares pour lesquels on était assez certain que la qualité de nos prédictions était pas bonne. En fait, je l'ai fait pour la matrice au complet, puis la qualité de certaines prédictions était pas bonne. Donc, pour augmenter notre pouvoir prédictif, en fait, c'est vrai que c'est difficile de faire des modélisations pour les espèces rares, c'est toujours un problème. Donc, on a décidé de les enlever pour non seulement gagner du temps dans les calculs, parce que c'est des modèles qui peuvent prendre plusieurs jours à calculer. Donc, c'est vrai que dans un processus, on refait, on ajuste nos analyses et tout ça. C'était déjà plus pratique et puis aussi plus pertinent parce que, en fait, essayer de prédire des espèces pour lesquelles on a très peu de données, c'est c'est un exercice statistique qui est en lui-même complexe. Donc c'est ça qui explique la différence, c'est qu'en fait la communauté qui a été intégrée dans le modèle pour paramétrer le modèle n'est pas la même que la communauté exactement la même que la communauté qui a été échantillonnée. C'est un sous-échantillon de cette communauté. OK, Donc c'est ça qui changeait, qui a réduit la variabilité euh, en effet. merci. Super. Peut-être une dernière question, Douglas? Oui, est-ce qu'on peut tirer des conclusions vis-à-vis des espèces invasives? À partir de ce travail, je ne pense pas qu'on peut
tirer de conclusion par rapport aux espèces invasives, puisqu'on n'a pas vraiment intégré cette dimension dans l'étude. Peut-être que certains des groupes qu'on a vus contiennent plus d'espèces invasives que d'autres, donc à ce moment-là, peut-être que ce serait possible, mais là, en l'occurrence, on ne s'est pas focalisé sur les espèces invasives dans la problématique de changement climatique. Mais en effet, c'est pertinent de voir si peut-être certaines espèces invasives ont des affinités thermiques élevées et qui potentiellement viendraient remplacer plus facilement les espèces qui sont sensibles dans nos cours d'eau. Ça, c'est quelque chose qui est probable, potentiel. Et ça pourrait être exploré dans un second temps. Merci. Ben, si je peux ajouter quand même, c'est que le niveau taxonomique aussi permet difficilement de trouver une espèce invasive au niveau où on était là, avec Survol Bentos. Fait que ça, c'est un défi en soi, là, les espèces invasives, de faire la liste des espèces invasives et même souvent, on peut les trouver à l'espèce alors que nos niveaux d'identification ne sont pas là. Fait que, mais c'est une problématique qui est à considérer, puis probablement à avoir dans dans nos futurs projets et nos futures études. Super, donc c'est ce qui met fin à notre webinaire. Là. Encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Encore un gros merci, Louis, pour nous avoir présenté tout ça. Là. C'est bien intéressant et très bien vulgarisé à mon sens. Donc, je vous souhaite une belle journée tout le monde, puis à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, bonne Merci, journée. bonjour. Bonne journée.